J'arrive. Eh oui. Il faut toujours être sur la brèche. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir une séance que j'ai intitulée « Ceinture et bretelles ». Alors, je vais vous expliquer pourquoi. En effet, vous savez que la bretelle est un accessoire de mode extrêmement raffiné, qui est d'ailleurs porté par les hommes les plus élégants, éventuellement les femmes aussi d'ailleurs. Il est en général recommandé de ne pas avoir une ceinture en même temps que les bretelles. J'ai trouvé un site que je vous recommande qui s'intitule jamaisvulgaire.com et la règle élémentaire est celle-ci: bretelles ou ceinture, jamais les deux, parce que c'est franchement moche et que ça va alourdir votre tenue sans arranger le maintien du pantalon pour autant. Certes. Cela étant, en procédure civile, moi, je vous conseille la ceinture et les bretelles. Autrement dit, une espèce de principe de précaution qui, vous verrez, ne peut pas faire de mal. Quelquefois, ça occasionne quelques frais supplémentaires parce qu'on va faire des actes en plus, et des actes qui peut-être ne serviront à rien. Mais. Bon, prudence. Donc, je vous propose deux choses, c'est multiplier les assignations, ça va pas plaire à Mathias Murbach, mais je fais exprès, et d'autre part, multiplier les régularisations. Donc, je suis plutôt dans la position du demandeur, mais vous savez, bon, on est demandeur, on est défendeur, présente des demandes conventionnelles, donc tout ça est relativement relatif. Alors, multiplier les assignations. Pourquoi ? Parce que vous regretterez toujours de ne pas les avoir faites. Un ami et ancien confrère, aujourd'hui à la retraite, avait une phrase très claire, il disait « j'assigne tout ce qui bouge ». C'est vrai que vous verrez en pratique que après, on est obligé de faire intervenir X, Y ou Z, il y a des discussions là-dessus, assignez toujours, et puis vous allez voir l'astuce. Si vous assignez un peu à tort et à travers, vous pourrez vous désister. Le désistement est quand même une base de la procédure. Alors évidemment, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre, parce que si vous assignez des gens que vous n'avez pas assignés, ils vont peut-être le prendre mal, etc. Alors c'est là où on peut éventuellement prendre des précautions en signalant que c'est une assignation par précaution. Enfin, c'est un peu délicat, mais réfléchissez bien à ça. Il vaut souvent mieux assigner plus de gens et se désister après. Et puis alors, il y a un autre problème que j'ai vu évoqué par Mathias Murbach avec son autorité naturelle, c'est est-ce que je peux réassigner tout de suite? Alors, première chose, il y a des cas où la réassignation est ordonnée par le juge, parce que justement, la première fois, on n'a pas réussi à trouver le défendeur. Mais en dehors de ça, le demandeur peut parfaitement réassigner. Si vous êtes trompé, justement, oui, on n'est déjà pas loin de l'idée de régularisation, il vaut peut-être mieux refaire une assignation. Alors, vous pouvez même l'intituler « assignation aux fins de régularisation, machin, truc, bidule ». C'est pas sûr que ça ait une portée totalement efficace, mais enfin, faites-le quand même si c'est nécessaire. Si vous voulez, l'enjeu, il est simple, c'est la question de la date de votre assignation. Alors, il faut d'ailleurs reconnaître que cette question de la date de l'assignation, elle est relativement limitée, enfin, sa portée est relativement limitée, puisque vous avez, vous le savez tous naturellement, un article 2241 du Code civil qui vous dit que la demande en justice interrompt la prescription. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente, ça tout le monde le sait, ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Donc, même si vous avez une annulation, attention, pas une caducité. Si vous avez une annulation, votre assignation aura interrompu la prescription. Bon, mais enfin, mieux vaut désarmer l'adversaire, qui va s'empresser de soulever toutes les causes de nullité, voire d'irrecevabilité qu'il peut trouver, et tout simplement réassigner. Alors évidemment, ça fait un acte de huissier de plus. Je pense que vous ne devriez pas pouvoir le
refacturer au client. Enfin, voilà, il y a des petites difficultés ici, mais quand même, multiplier les assignations, c'est pas idiot. Alors évidemment, ça embête le greffe. Et ça embête les magistrats aussi. Ce qui embête le greffe embête les magistrats. C'est pour ça que mon ami Mathias a impérativement refusé les réassignations juste pour régulariser. Ben, je crois qu'il ne peut pas faire ça. Vous réassignez. Alors, vous voyez, la difficulté, c'est ça, c'est que le greffe, lui, va réenrôler. Et à mon avis, il met un autre numéro de rôle. Ce qui veut dire qu'ensuite, il faudra demander une jonction de l'instance. Ce qui se fait, c'est très administratif tout ça, hein, même si c'est ordonné par le juge, en réalité, bon, on est vraiment dans de la gestion du dossier, mais évidemment, bon, ça ne simplifie pas la gestion par le greffe. La question est, sommes-nous là pour simplifier la gestion par le greffe? Un peu quand même, il ne faut pas faire la mauvaise tête, mais la défense de votre client, bah, c'est que, c'est un peu idiot, mais si vous êtes planté, il vaut mieux refaire une assignation que vous pouvez intituler aux fins de régularisation. Bon, si vous êtes encore dans le délai de prescription, et normalement ça va être le cas, à la limite, la date de l'assignation, j'en fiche un peu, vous voyez. Mais bon, de toute façon, il vaut mieux faire des assignations pas nulles. Hein, il faut être bien clair. Surtout que quand vous avez des clients qui regardent, plutôt des entreprises, des particuliers, des gens à qui vous soumettez l'assignation, éventuellement le directeur juridique d'une entreprise, il n'est pas content si vous avez fait une assignation qui est nulle. Ça, c'est le problème de la gestion des rapports avec le client que vous apprendrez par ailleurs et que vous supporterez en pratique. Je rappelle qu'ensuite, si vous avez fait 36 assignations, on peut aussi faire des assignations devant plusieurs juridictions, parce que vous ne savez pas trop laquelle est compétente, eh bien, vous pourrez vous désister, c'est relativement élégant, et là, je vous invite à lire les textes sur le désistement de première instance, en réalité, le désistement du jugement, enfin le désistement en appel, pardon, je dis une bêtise, mais c'est vrai qu'il y a un rapport, c'est souvent plus important, mais je ne sais pas si vous aurez cours sur la procédure d'appel. Mais en première instance, on peut quand même se désister. Article 394, le demandeur peut en toute manière se désister. Et le désistement, normalement, nécessite l'acceptation du défendeur, parce que vous l'avez dérangé quand même, bon, il a peut-être envie que le procès aille jusqu'à son terme, mais cette acceptation n'est pas nécessaire tant qu'il n'a présenté aucune défense au fond ou fin de le recevoir au moment du désistement. Donc, si vous désistez vite, il n'y a pas de réserve. Il n'y a pas de réserve. Justement, c'est un lapsus. Il n'y a pas de nécessité d'acceptation. Il n'y a pas de conditions particulières. Alors, c'est vrai que quelquefois, on fait des désistements avec réserve. Là aussi, la question se pose beaucoup plus en appel. En réalité, rappelez-vous une chose, c'est qu'un désistement d'instance ne vous prive pas de l'action. C'est la fameuse opposition entre le désistement d'instance et le désistement d'action. Souvent, d'ailleurs, on précise expressément qu'on se désiste de l'instance et pas de l'action. C'est sans donner une conclusion, hein, d'ailleurs. Cela étant, les textes précisent que le désistement est a priori un désistement d'instance si vous ne dites rien. Je vérifie quand même, parce qu'il faut toujours vérifier les textes, vous voyez. Désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action. Ah oui, mais je suis à peu près sûr que c'est présumé. Ça doit être la jurisprudence, c'est pas le texte. Alors, quand même, hein, si vous désistez, vous devez payer les frais de l'instance éteinte. Ben oui, quand même, moindre des choses. Mais ça dépend de l'importance du procès, ça dépend de tout ça. Et puis ça dépend aussi de votre stratégie que, si possible, il faut élaborer avec l'accord du client. Enfin, pas si possible. Ça dépend si le client est capable de comprendre ou pas. Enfin, il faut lui expliquer de toute façon. Mais dans certains cas, il faut que vous preniez une décision. C'est toute la difficulté du métier, hein, d'ailleurs. Ça. Donc, voilà la première idée. Désolé Mathias, mais multiplier les assignations, ça peut être utile.
Deuxième chose, j'intitule ça « Multiplier les régularisations ». Pourquoi? Parce que vous avez effectivement des moyens de défense procéduraux, on va dire, qui vous seront balancés à la figure par votre adversaire, le défendeur. Ces moyens de défense, c'est principalement, bon, c'est les exceptions, ça c'est pas principalement, c'est vraiment les exceptions et les fins de non-recevoir. Et dans les exceptions, il y a les exceptions de nullité. Alors naturellement, vous avez appris, et ça n'a pas trop changé, qu'il y a des exceptions de nullité pour vice de forme et des exceptions de nullité pour vice de fond. Alors, les exceptions de nullité pour vice de forme, hein, vous vous en rappelez, il faut qu'elles fassent grief. Alors évidemment, l'adversaire va dire « il n'a rien compris ». Bon, les juges n'apprécient pas énormément ces moyens de défense, donc n'ayez pas trop peur des vices de forme. Cela étant, c'est ce que je vous dirai après, autant régulariser. Ça ferme la bouche de l'adversaire, ce qui est quand même pas mal. Les nullités pour vice de fond, alors vous vous souvenez peut-être de ça, c'est assez compliqué. Il y a un article 117 qui énumère des nullités pour vice de fond. La Cour de cassation a dit que c'était une liste exhaustive, et l'ennui, c'est que alors ces nullités pour vice de fond sont relativement rares, et puis surtout, on n'arrive pas bien à les distinguer des fins de non-recevoir. Je prends seulement un exemple. Nullité pour vice de fond, le défaut de capacité en justice ou le défaut de pouvoir. Je vais ensuite dans les fins de non-recevoir. Article 122 constitue une fin de non-recevoir le défaut de qualité et le défaut d'intérêt. Alors, entre le défaut de pouvoir et le défaut de qualité, bon, tout le monde confond tout. Normalement, c'est simple, le défaut de qualité, ça concerne la partie elle-même. Quand vous avez une personne morale, ça concerne une personne morale. Le défaut de pouvoir, ça concerne le représentant, notamment dans les sociétés, ça concerne le dirigeant de la société. Donc, il y a théoriquement une différence importante. De fait, on se mélange les pieds allègrement. Enfin, les notions de défaut de pouvoir et de défaut de qualité, c'est manipulé un peu n'importe comment. Il faut reconnaître que le régime juridique des nullités pour vice de fond et celui des fins de non-recevoir, c'est la même chose. Les conséquences, c'est pas les mêmes, parce que, oui, soit c'est l'acte qui est nul, soit c'est la demande qui est irrecevable. Enfin, dans les deux cas, vous êtes planté. Alors, là aussi, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, hein, parce que plus de 15 minutes de vidéo, c'est insupportable. Mais grosso modo, vous pouvez régulariser à condition, alors déjà avant que le juge statue, bien entendu, et puis à condition que ce soit fait dans les délais, enfin pour les fins de non-recevoir, le texte est particulièrement clair. Je ne retrouve pas où il est clair. Mais en tout cas, voilà l'article 126. Si la situation donnant lieu à une fin à recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité serait écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Cela étant, il faut quand même être dans le délai qui vous était imparti pour agir. Évidemment, l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est pas en première instance, c'est l'appel. Hein. C'est-à-dire que, de toute façon, si vous avez une irrégularité dans la déclaration d'appel, vous ne pouvez pas la régulariser après l'expiration du délai d'appel. Donc voilà des idées assez générales sur ces moyens de défense procéduraux. Alors vous allez dire, comment qu'on fait pour régulariser? Alors, c'est vrai que certains d'entre vous l'ont envisagé. Si c'est raté au départ, on peut peut-être réassigner. On peut aussi, assez souvent, régulariser dans les conclusions. Donc, à vous de voir, parce qu'effectivement, réassigner, c'est plus lourd. Les gens qu'on appelle les huissiers de justice qui vont prendre de l'argent à cette occasion, alors que les conclusions, c'est plus simple. Voilà, c'est ça la tactique procédurale, c'est-à-dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je prends la ceinture et les bretelles? C'est plutôt mon tempérament à moi. Est-ce que je tente le coup en disant, bon, de toute manière, l'autre, il s'agite avec une nullité pour vice de forme et il n'arrivera pas à monter le grief. Enfin, vous voyez, tout ça est un petit peu énervant parce que
enfin c'est le jeu, hein. C'est un peu ce que disait notre excellent Jean-François Carlot en comparant la procédure civile avec le mille-bornes. Le but de l'adversaire, c'est de vous empêcher d'avancer. Que c'est ça qui fait progresser la justice, c'est une autre histoire. D'où l'irritation des magistrats et l'irritation de la Cour de cassation en face de ces moyens procéduraux qui pourtant sont nécessaires, car comme disait l'autre, la forme est la sœur jumelle de la liberté. Voilà, je vais maintenant vous laisser parce que je n'ai malheureusement pas pu trouver de masque, donc je vais m'en faire un moi-même. Je ne sais pas s'il m'isolera, mais il me tiendra chaud. Je vous souhaite une bonne soirée.